Avant-hier, je vous ai dit que toute politique était un choix. Il faut que ce choix, vous le fassiez en connaissance de cause. Puisque vous êtes des citoyens, c'est-à-dire que le 5 décembre, vous serez responsable, vous seul, de l'avenir de notre pays. C'est donc pour vous informer, pour vous éclairer le mieux possible, que j'ai demandé à un journaliste dont vous connaissez l'indépendance d'esprit de me poser les questions que, peut-être, vous vous posez à vous-même. Ce journaliste, c'est Roger Louis. Eh bien, Monsieur Mitterrand, ce journaliste et ce citoyen a écouté avec attention ce que vous avez dit dans votre première intervention, ainsi que ce qu'ont dit les autres candidats d'ailleurs. Il y a une première chose qui m'a frappé, c'est que, contrairement aux autres, vous ne vous êtes pas présenté. Même le général de Gaulle a dit « Vous me connaissez suffisamment pour que je n'ai pas besoin de le faire ». Est-ce volontaire de votre part? Pourquoi? Je répugne un peu à tout ce qui pourrait paraître être une exhibition personnelle. Et d'autre part, le débat est d'une telle ampleur politique qu'il me paraissait inutile d'insister sur ce que pouvait être mon passé, surtout mon passé lointain. Voilà peut-être ce qui m'a guidé. Mais, si vous voulez, je ne vous demande pas, sur le plan anecdotique, évidemment, de raconter votre vie, je ne pense pas que ce soit. Mais ce qui m'intéresserait, c'est de savoir, vous êtes aujourd'hui l'unique candidat de la gauche, c'est de savoir au travers, disons, d'un minimum de choses de votre vie, comment vous êtes devenu cet homme de gauche. Qu'est-ce qui fait que vous êtes un homme de gauche? Oui, je crois qu'en effet votre question est utile. À vrai dire, mes origines, celles de ma famille, se limitent à 4 provinces de France, et aussi loin qu'on puisse remonter dans le temps, on y retrouve mes ancêtres. C'est le Berry, le Limousin, le Poitou, la Charente. Mais je me sens du pays de mon enfance, c'est bien normal. Et le pays de mon enfance, c'est la Charente, aux confins de l'Angoumois et de la Saintonge. Je crois que cette province a un caractère particulier, fait de nuances, de tranquillité d'esprit, de patience. Et je crois que j'en ai tiré quelques profits. Surtout que j'ai vécu dans une famille où l'on était très nombreux. Nous avons été élevés 10 enfants, 8 frères et sœurs et 2 cousins germains dont le père avait été à la guerre de 1914. Mon père n'avait pas de fortune. Ça a donc été difficile. Mais rien ne remplacera ce début de vie heureux que nous avons eu tous ensemble. Cela m'a marqué. Et puis l'enseignement peut-être de mes parents, qui étaient des gens stricts, mais bons. De mon père, que tirerais-je? L'enseignement de la tolérance. Et puis aussi celui du patriotisme. J'ai d'ailleurs eu un autre aspect dans mon enfance, car j'ai beaucoup vécu à la campagne chez mes grands-parents maternels. C'était dans un coin perdu du sud de la Charente, tout près de la Dordogne. Alors là, j'ai éprouvé la merveilleuse découverte de la liberté. Dans un coin éloigné de tout village, sans eau, sans électricité, on pourrait se croire avant le déluge. Mais non, c'était dans mon enfance, avec le cheval et la voiture, pour aller faire les courses. Cela m'a marqué profondément. Peut-être aussi, est-ce que cela m'a donné un certain goût de la solitude. Liberté, solitude, tout ça c'est un peu théorique. Quel âge avez-vous, monsieur? 49 ans. 49 ans, donc la guerre 39-45 est arrivée en pleine période. Eh bien, comme tous ceux de ma génération, je suis né pendant une guerre, et une autre guerre m'a accueilli au-delà de mes 20 ans. J'en ai forcément tiré des expériences majeures, pour moi. La première, peut-être la plus importante, a été celle de la captivité, car j'ai été prisonnier de guerre, j'avais été blessé, j'ai été donc pris dans un hôpital, où l'on me soignait, emmené en Allemagne. Et là, j'ai vécu des moments extraordinaires. J'ai vu se défaire puis se refaire une société. Pendant les premiers mois, à qui appartenait la direction de nos camps? Aux plus forts, aux plus brutaux. 35 000 hommes entassés sur un flanc de colline. On apporte les vivres, qui les aura? 6 mois plus tard, c'était le contraire.
Avec une minutie extraordinaire, on se partageait la boule de pain ou la soupe de rutabaga. Et c'était les meilleurs et les plus justes qu'ils faisaient. Alors ce passage presque mécanique d'une société injuste où régnaient les plus forts jusqu'à une société de justice m'a beaucoup impressionné. Et je continue de m'y rapporter constamment dans ma vie politique. J'ajoute que les camarades de cette époque sont restés pour moi les meilleurs amis de ma vie. Est-ce que ça vous paraît une assez bonne définition d'une société régie par la gauche? En tout cas, j'y ai appris un certain nombre de choses, en particulier la lutte nécessaire pour la justice. Et la force finale et souveraine de la justice. Ce qui fait que je suis un homme de gauche optimiste. Je crois toujours qu'on doit gagner. Seulement, je vais vous parler de la guerre, puisque c'est vous qui m'avez posé la question. Et la deuxième expérience ne peut pas être négligée, c'est celle de la résistance. Je me suis trouvé évadé de guerre, car je me suis évadé plusieurs fois, j'ai bien fini par réussir, et fin 1941, en France occupée. J'ai effectué un certain nombre de missions pour la résistance. J'étais tout naturellement un hors-la-loi, évadé de guerre. Cela m'a amené à rencontrer le général de Gaulle, qui a bien voulu me recevoir au début de décembre 1943 à Alger. Vous n'avez pas toujours été opposant à de Gaulle, alors? Je n'ai pas toujours été opposant à de Gaulle, quand de Gaulle était le chef de la résistance et le mainteneur de la France. Je me suis séparé de lui quand il est devenu le chef d'un parti, et d'un parti de droite, c'est-à-dire qui ne correspondait pas à mes opinions politiques, aux alentours de 1947. Et voilà, c'est tout. Seulement, la résistance m'a appris ce que c'était que la solidarité pour l'indépendance nationale. Et je suis resté également très fidèle à ce souvenir. La troisième partie de votre vie, si je peux dire, et celle qui nous intéresse le plus, je crois, c'est votre vie d'homme politique. Vous avez été, sous la 4e République, si mes souvenirs sont exacts, vous avez été ministre, voyons, de l'Intérieur, vous avez été ministre... Je suis resté pratiquement 7 ans au gouvernement. Oui. Bon. Qu'est-ce que vous tirez comme enseignement de cette période-là? Et en définitive, quel jugement portez-vous sur votre action d'homme à ce moment-là? J'essaie en effet souvent de me poser la question. Est-ce qu'à un moment donné de ma vie politique, j'ai été, moi personnellement, vraiment utile à mon pays? Est-ce que j'ai détourné le cours des choses dans la bonne direction? Je ne peux pas répondre à cette question dans la plupart des cas. J'étais très jeune quand je suis entré au gouvernement, j'avais 30 ans, et je n'ai pas rempli tout de suite des postes importants. Mais je retiens essentiellement de ces longues années d'apprentissage un événement capital, pour moi certainement, et je l'espère pour la France. Ça a été en 1950 et 1951 le règlement pacifique des graves difficultés qui nous opposaient à tous les dirigeants des peuples d'Afrique noire. À l'époque, la plupart de ces dirigeants étaient dans des prisons ou dans des bagnes. Je les en ai sortis. J'ai discuté avec eux. J'ai tenté de bâtir ce que pourrait être l'amitié entre la France et l'Afrique noire. J'ai rencontré beaucoup d'opposition. À l'époque, par exemple, tout ce qui était gaulliste m'accusait de trahir, de vendre l'Afrique noire au communisme international. Vous imaginez vendre l'Afrique au communisme international alors que mon partenaire c'était Houphouët-Boigny, le vieux sage de Côte d'Ivoire. Donc, bataille difficile qui a été reprise par la suite par divers hommes politiques qui ont rempli un rôle très juste et très utile, comme M. Gaston Defferre. Mais n'allons pas trop vite. Je crois que là, en effet, j'ai pu agir sur la politique française. Vous avez été également férocement attaqué pendant cette période-là. Vous êtes probablement l'homme politique qui a été attaqué le plus vigoureusement et qu'on a essayé de compromettre du reste. C'est certain. Depuis 20 ans, je crois que peu d'hommes politiques ont été aussi souvent attaqués que moi-même, et avec autant de méchanceté. Il reste quand on est à l'extérieur, quelque chose d'irritant dans cette part-là. Est-ce que vous pourriez m'en parler? Mais sûrement. Je n'ai jamais hésité à aborder ce problème. Il me suffirait pour cela de me reporter aux grands exemples d'un Georges Clemenceau, qui toute sa vie dut souffrir de ce genre d'attaque. Et pour ce qui me concerne, peut-être pensez-vous à l'affaire des fuites, par exemple. En réalité, vous n'ignorez pas
On a su très vite qu'il s'agissait d'une bande de filous qui fabriquaient des faux papiers et qui voulaient se rendre intéressants. Mais j'en ai souffert. Qu'on n'en parle plus, tout est clair sur ce point. Peut-être l'affaire de l'Observatoire reste-t-elle plus obscure, dans la mesure où depuis 6 ans, jamais le gouvernement ni la justice ne m'ont donné l'occasion de m'expliquer sur des faits tout de même qui me concernent. Jamais. Ça a été la politique de la fuite devant moi. Je n'ai jamais rencontré personne. Mais il faut vous dire que j'ai été ministre de l'Intérieur en 1954 avec Pierre Mendès France. Et j'ai été très dur, implacable à l'égard de ces bas-fonds où l'on trouve trop souvent ces gens des polices parallèles qui croient un peu que la France est un pays conquis où l'on peut exercer les pires métiers. L'enlèvement récent de M. Ben Barka a dû vous éclairer sur ce genre d'exploit. Je les ai frappés, ils ont tendu leur guet-apens. Et comme ils ont rencontré la complaisance de certains milieux politiques, auxquels je m'opposais avec fermeté, peut-être même avec violence, eh bien, la combinaison s'est faite et l'on a tenté de me compromettre. Dès le premier jour, j'ai dit, c'est une machination. Et dans le fond, aujourd'hui où je vous en parle, rien ne trouble, non pas mon indifférence, mais ma sérénité. Et s'il advenait qu'on en reparle, j'en serais heureux. Car je crois qu'il me serait aisé désormais de faire la démonstration qu'on me refuse. Voyez-vous, je vous ai parlé de mon enfance, de ma famille. Nous sommes depuis toujours au même endroit. Je suis député de la Nièvre depuis 19 ans. Je n'ai perdu l'amitié d'aucun de mes parents, l'estime d'aucun de mes amis. Cela me suffit. Si vous voulez, je voudrais que nous en arrivions maintenant aujourd'hui. Comment, pour un homme qui se décide à présenter sa candidature à la présidence de la République, c'est-à-dire au poste suprême, c'est quand même un acte important. Enfin, il faut s'en sentir à la fois la stature et en même temps, j'aimerais bien que vous me passiez comment vous en avez été amené à présenter cette candidature. Vous m'auriez posé cette question au mois de juin dernier, je vous aurais dit, je ne serai pas candidat. Pendant plus d'1 an, j'ai soutenu totalement la candidature de M. Gaston Defferre. Je pensais qu'il ferait un bon président de la République, car c'est un grand administrateur et un homme de caractère. Je n'épousais pas exactement son analyse politique. Je souhaitais que la gauche puisse rassembler. Mais je pensais que le devoir premier d'un républicain, c'était d'être discipliné, de chercher l'unité, de s'entendre pour gagner ensemble une victoire absolument nécessaire. Quand M. Gaston Defferre s'est retiré, je ne pouvais pas non plus prévoir la suite, mais lorsque, au début de septembre de cette année, j'ai vu la carence de la gauche, les querelles, l'incertitude, et je crois d'une certaine manière le désarroi de l'opinion, alors j'ai décidé de me présenter. Pourquoi? Sans doute y avait-il d'autres candidats aussi qualifiés que moi. Mais il fallait bien que quelqu'un avançât, prit ses responsabilités. Je l'ai fait. Quand vous êtes présenté, vous n'étiez pas à ce moment-là le candidat unique de la gauche. Vous étiez François Mitterrand. J'étais candidat tout seul. Sans doute correspondais-je à une hypothèse politique. J'avais quand même réfléchi, médité dans les jours qui précédaient. Et je savais que si je faisais des propositions précises, concrètes, si je dessinais des orientations politiques, eh bien, tout ce qui était responsable dans la gauche, tout ce qui compte, se regrouperait, parce que cela correspond aux vœux profonds du peuple que nous représentons. Bon, d'accord, mais si vous voulez, je crois qu'il faut en arriver aux définitions. Est-ce que le mot de gauche a encore un sens aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire, gauche, en 1965? Vous me permettez quand même de revenir en arrière. Oui. Eh bien, en 1789, la gauche, c'était tous ceux qui se battaient pour les libertés individuelles, pour la justice, pour l'égalité sociale. En 1848, ceux qui se battaient pour que des enfants de 10 ans travaillent moins de 12 heures par jour, c'était la gauche. Et pendant ce temps, la droite criait à tue-tête qu'on allait détruire les fondements de la société.
en 1936, quand Léon Blum a dirigé le gouvernement de Front Populaire. Qu'est-ce que c'était que la gauche, sinon les congés payés, la semaine de 40 heures et bien d'autres choses. Et à l'époque, leurs adversaires expliquaient encore une fois que la société allait s'écrouler. Eh bien, en 1965, nous avons en effet à définir nos objectifs. Sans doute, la ligne de départ a changé. Nous devons être de notre époque. Et nous devons aussi tenir compte des conquêtes que nous avons rapportées, nous, de la gauche. En 1965, je crois qu'une définition stricte d'une politique de revenus, d'expansion économique, de meilleure répartition du profit entre ceux qui, à l'heure actuelle, sont encore des privilégiés et l'immense masse des producteurs et des travailleurs. Je crois qu'une défense acharnée de la paix, en particulier en luttant contre la dissémination de l'arme nucléaire et donc contre la force de frappe. Je crois qu'une lutte acharnée pour le désarmement et pour la coexistence pacifique, je crois que ce sont des finalités de gauche. La gauche, voyez-vous, cherche d'abord la justice. Elle veut que la justice établisse un nouvel ordre. La droite, elle veut l'ordre. Elle veut que la justice garantisse l'ordre. C'est toute la différence. Eh bien, nous, hommes de gauche de 1965, il faut ignorer aucun problème, jusqu'à celui de nos villes embouteillées, qui emprisonnent l'homme dans une sorte de carcan dont il ne peut sortir. Notre objectif, nous, c'est le bien-être et le bonheur de l'homme, mais nous ne sommes pas des naïfs. Et nous savons qu'il faut structurer et diriger et organiser la société. Sans quoi nous la laissons à l'abandon, ou plutôt nous la laissons dans la propriété des grands groupes financiers, de la haute finance, des monopoles qui ont pour objectif quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que nous désirons, nous. La gauche moderne, c'est simplement la connaissance, par les moyens de la science, de la technique, de la statistique, de ce que doit être le monde dans 10 ans. Et il faut préparer ces 10 années-là, et aussi la suite. La droite, elle est portée dans un rêve du passé, elle cherche à maintenir à tout prix, elle s'agrippe au passé. Voilà ce qui nous différencie. Encore, vous pardonnerez la rapidité de cette réponse qui mériterait de plus amples explications. Je pourrais les donner peut-être dans d'autres... Je ne manquerai pas de le faire. Oui. Mais enfin, malgré tout, ce sont des définitions un peu théoriques, si vous permettez. La gauche, c'est aussi quand même un certain nombre de partis. Et il semble que lorsque vous avez annoncé votre candidature, que le ralliement de ces partis à un candidat unique de la gauche, qui paraît un peu miraculeux, ne soit pas fait tout seul quand même, ne soit pas fait sans mal. On l'a dit, mais ce n'est pas exact. Je me suis déclaré au début du mois de septembre. J'ai défini mes options, mes propositions. Donc j'ai fixé l'orientation, les engagements sur lesquels nous inviterions les masses à nous choisir plutôt que le général de Gaulle. Les organisations politiques qui me soutiennent, qui se sont ralliées à ma candidature, en ont débattu librement, ont analysé librement la situation politique. Je n'ai à aucun moment participé à ces délibérations et à ces discussions. Nous avons donc passé une sorte de contrat moral, mais qui me laisse totalement maître de la définition des perspectives, dans les limites de la correction que je dois à ceux qui me suivent, et non pas dans la limite de je ne sais quelle discussion de 10e ordre. Je vais aborder le 5 décembre prochain avec une entière responsabilité. Et je n'ai pas de reproche à faire aux organisations politiques. Leur loyauté a été entière. Et je sais qu'aujourd'hui, ils se battent tout autour de moi pour entraîner les millions et les millions de Françaises et de Français qui n'appartiennent à aucun parti politique, mais qui se reconnaissent dans la gauche, pour que cette masse immense participe au puissant courant populaire qui se dessine aujourd'hui. Oui, mais on se pose également le problème de où commence et où finit la gauche. Et quand je dis finit la gauche, ça pose également le problème du Parti communiste, qui, je crois, est aussi un problème important. Je me rappelle d'une période qui n'est pas tellement lointaine où certains hommes politiques de gauche disaient le Parti communiste n'est pas à gauche, il est à l'est. Bon, oui, c'est-à-dire qu'il y a quand même... On a dit ça, en effet. Oui. Bon, eh bien, est-ce que ce problème du Parti communiste n'a pas effrayé ou donné envie de fuir un certain nombre d'autres personnes? Vous savez, ceux qui ont fui avaient déjà décidé de fuir. L'épouvantail communiste, l'homme au couteau entre les dents, tout ça, ça fait partie des vieilles lunes.
Il est certain que le Parti communiste, avec son idéologie, sa doctrine, sa hiérarchie, représente un tout homogène et qu'on a le droit de ne pas être d'accord avec l'ensemble de ses perspectives. C'est d'ailleurs mon cas. Ce que je considère, c'est que le Parti communiste représente des millions de travailleurs et qu'il s'est engagé loyalement dans son soutien à mon égard. Et qu'est-ce que vous voulez? Beaucoup de ceux qui font aujourd'hui la fine bouche ne doivent jamais oublier que moi, après tout, lorsque je me trouve dans ma mairie de Château-Chinon, dans la Nièvre, je sais qu'il y a 300 mètres de là des usines où l'on travaille dur. Je sais qu'il y a tout autour de cette petite ville le Morvan, où les agriculteurs, souvent communistes, connaissent les épreuves d'un travail extrêmement ardu. Eh bien, moi, je préfère avoir cet ouvrier, ce paysan-là, qu'un certain nombre de gens dont je n'ai pas besoin. Même s'ils votent communiste, voyez-vous, je préfère cet ouvrier et ce paysan qui se sentent aujourd'hui emportés dans l'élan de toute une gauche, où l'on sent que la victoire est pour demain, que c'est possible, et on y croit. Il faut bien que vous vous rendiez compte, Monsieur Roger Louis, que nous sommes très loin des querelles et des partis pris d'il y a 20 ans. Il y a eu 3 grandes circonstances historiques où les communistes ont été associés à la reconstruction nationale. D'abord avec Léon Blum en 1936, c'était le Front populaire. Ensuite, en 1945, pour la reconstruction de la France libérée, avec le général de Gaulle qui était encore le chef de la résistance, et comme je l'ai dit tout à l'heure, pas encore le chef d'un parti politique de droite. Eh bien, la 3e circonstance, c'est celle-ci, et je me réjouis, moi, oui, je me réjouis, de les avoir tous autour de moi. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Car il est évident aussi que le problème le plus important qu'on se pose est, d'accord, la victoire constituera, si elle intervient le 5 décembre prochain, un acte négatif d'abord. Très positif. Bon, vous appelez positif. Mais pour faire quoi? Et que se passera-t-il après? Vous avez raison de poser cette question. C'est celle de la stabilité politique, il me semble. Oui, bien sûr. Car il y a de mauvais souvenirs quand même. Voyez-vous, le choix à faire, il est entre le général de Gaulle et moi. Moi, en tant que représentant des forces populaires, des républicains de progrès, qui représentent, nul n'en doute, des millions de suffrages. Si c'était moi qui vous interrogeais, je vous dirais, et avec le général de Gaulle, vous êtes bien sûr de votre stabilité? Un homme qui a eu 7 ans de pouvoir, aujourd'hui frappé par les atteintes de l'âge, et qui n'offre rien, puisque lui-même dit, si je pars, il n'y a plus rien, c'est le néant. Ça, c'est la stabilité. Tandis que tout un peuple qui se reconnaît, qui est content de se reconnaître, tous ces gens qui marchent au coude à coude, qui sont passés par-dessus leurs disputes, qui savent que la gauche, ça existe, c'est vivant, que la gauche va conquérir à nouveau le pouvoir en restant bien enraciné dans le peuple. Alors vous estimez que ce n'est pas la stabilité. Non, parce que vous avez besoin que je vous parle peut-être des institutions. Eh bien, les institutions, je l'ai déclaré déjà solennellement, sauf pour ce qui concerne l'article 16, qui donne en fait des pouvoirs dictatoriaux au président de la République. Aucun des articles qui touchent à la stabilité du pouvoir exécutif du gouvernement ne sera modifié. Je l'appliquerai loyalement, le peuple français l'a voté, c'est comme ça. Lorsque je serai président de la République, si je le suis, je demanderai aux formations politiques majoritaires de passer un solennel contrat de gouvernement. Et d'ailleurs, si un autre que moi est président de la République, le général de Gaulle par exemple, comment fera-t-il en 1967? Il sera obligé de faire comme moi. Il aura une majorité politique qui sera peut-être différente de celle d'aujourd'hui. Et il faudra bien qu'il examine ce problème sérieusement. Et il n'est pas certain qu'il pourra imposer ses vues, ou bien ce sera une crise grave. Eh bien, moi, j'examinerai le problème tel que le suffrage universel me le proposera dans des délais très rapides, puisque, élu président de la République, je dissoudrai l'Assemblée nationale.
Alors là intervient un problème d'homme. Ou bien j'aurai avec moi ce courant populaire qui conduira une nouvelle majorité au Parlement. Et j'imposerai, dans le cadre de la Constitution actuelle, sur le plan qui nous occupe, j'imposerai des règles absolues, j'arbitrerai, je serai la caution de la stabilité, parce que moi, jamais je n'accepterai de revoir le spectacle de 1958. Jamais je n'accepterai de voir les républicains défaire eux-mêmes leur république. J'imposerai, oui, par les moyens qui me seront donnés légalement, j'imposerai la stabilité politique, mais pour peu que les grandes formations politiques n'aient pas tiré, comme je l'ai fait moi-même, les conclusions des événements qui se sont produits depuis 10 ans. Et je suis convaincu, voyez-vous, que vous êtes devant une gauche nouvelle. Je suis convaincu que vous avez devant vous des citoyens qui désirent réussir pour la France et pour le peuple ce que nous avons entrepris. Et ce que j'ai ressenti depuis le 9 septembre ne peut que me confirmer dans ce qui est une certitude. Bon, mais je crois qu'il nous reste 2 minutes. Et je vais en profiter pour vous poser une question un peu venimeuse sur la fin, si vous voulez. Que je tire d'un souvenir, le souvenir d'une interview d'un chef d'État récemment accédé à l'indépendance, et qui m'a dit, lorsque j'ai demandé l'indépendance, je m'attendais à ce qu'on me la donne dans 5 ans. Et j'ai été terrifié lorsqu'on me l'a donnée tout de suite, et je sentais venir le chaos. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de cela dans l'attitude actuelle de la gauche, justement? Eh bien, je n'aurai pas besoin de plus de quelques secondes pour vous répondre. En conscience. Oui, en conscience. Je crois pouvoir dire, et la gauche avec moi, que nous sommes prêts à assumer notre responsabilité.